Bien, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux, de plus en plus nombreux. Il va falloir qu'on agrandisse la salle, décidément, pour la prochaine réunion. Je ne serai pas plus long. Je vais laisser Coraline vous présenter ce qui a été vu donc en comité de financeurs comme promis, pour vous faire un compte rendu et puis pour présenter le projet pour celles et ceux qui n'en ont pas eu connaissance. Bonsoir à tous, merci de votre présence très nombreuse. C'est toujours impressionnant de vous voir si nombreux, mais ça fait chaud au cœur aussi. Vous entendez tous? Mais il est bien là, non? Ça va bien? Je salue le maire, évidemment Raymond, merci pour ton accueil ici à la Morte, les vice-présidents de la communauté de communes, donc Arnaud Chattard en boucle-table, vice-président du tourisme, Fabien Mully, qui a deux casquettes, vice-président du département et de la communauté de communes en charge de l'agriculture et de la montagne, Éric Bonnier aussi avec deux casquettes, vice-président en charge de l'économie et conseiller régional, Dominique Letraou, mon cher vice-président de finances, Fabrice Bouquet, directeur général de SATA Group, que j'ai souhaité mettre à la table à nos côtés, puisque bien plus qu'un candidat, c'est un partenaire aujourd'hui, et j'y reviendrai, un partenaire dans le combat que nous menons. Donc merci Fabrice de ta présence. Comme je m'y étais engagée, donc c'est la troisième fois que je reviens devant vous. La dernière fois, c'était le 16 septembre 2022. Donc évidemment dans un souci de transparence, et puis parce que c'est l'avenir du territoire pour moi qui est en jeu. L'avenir de tout le territoire de la Matésine. Vous savez, ce projet, depuis 2021, depuis le moment où nous avons appris la compétence, il est en perpétuelle évolution. Il a évolué parce que vous savez, en juin dernier, on a eu un premier comité des financeurs pour se conformer aux exigences de nos différents partenaires et parce que nous apprenons en avançant. Nous apprenons au fur et à mesure et nous apprenons aussi avec le candidat délégataire, donc la SATA. Et c'est pour ça que grâce à eux et grâce aussi à la mobilisation de toute l'équipe, on a fait évoluer sans cesse ce projet. Aujourd'hui, c'est un projet abouti, ambitieux, vertueux et reconnu de tous et par tous comme un incubateur pour les stations de moyenne montagne menacées. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc on est très regardés. Comme je vous l'ai dit, on a eu un premier comité des financeurs en juin qui était douloureux mais nécessaire. Douloureux parce qu'on nous a dit finalement, vous êtes trop proche du positionnement des stations à sensation, il faut vous démarquer pour qu'on vous accompagne. Donc de là, on a été lauréat d'un appel à projet du plan Avenir Montagne qui nous a permis de recruter un personnel qui a travaillé sur le projet. Certains de vous le connaissent. C'est Nicolas, pour ceux qui le connaissent, qui n'est pas là ce soir et que j'excuse, mais qui a beaucoup travaillé le projet en lien avec nous et la SATA. Et un projet que je vais vous représenter et qui a comme fil conducteur le pastoralisme, donc vraiment l'identité de notre territoire. Donc entre le mois de juin et aujourd'hui, on a retravaillé ce projet, on a rencontré nos partenaires différents, donc à plusieurs reprises les vice-présidents de la région, Fabrice Pankouk en charge de l'agriculture et des espaces baléens, Gilles Chabert en charge de la montagne, et puis le président du département, la vice-présidente du département en charge de la montagne, qui est montée à l'Alpe du Grand Serre, le commissaire massif. Donc tout ça prend du temps, prend des semaines, prend des mois même, et tout le monde aujourd'hui, je dirais, adhère au projet. L'État nous a aussi reçus, puisqu'on a été reçus avec Marie-Noëlle Battistel, qui nous accompagne aussi largement sur ce projet. On a été reçus par le préfet. Donc on attendait beaucoup de ce second comité des financeurs qui s'est réuni le 19 avril dernier, vous le savez. C'était un moment, si je puis dire, aussi douloureux, puisque l'avenir de la station était suspendu à ce comité des financeurs. On connaissait avant d'entrer le positionnement de la région et du département, que je vous annoncerai ensuite. En revanche, on était plus incertain sur le positionnement de l'État. Et j'avoue que nous le sommes encore aujourd'hui. Et puis surtout, on se disait, si nous n'arrivons pas à boucler la discussion, on ne peut pas ouvrir la station cet été. Pour une simple et bonne raison, c'est que les grandes inspections arrivent sur les remontées mécaniques, vous le savez. C'est très coûteux, les grandes inspections, on parle de près de 300 000 €. Et la communauté de communes, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, n'est pas en capacité d'assumer ce financement-là. Donc on était quand même suspendu à la décision du comité des financeurs pour cela.
D'autre part, ça fait près de 2 ans qu'on est en discussion avec la SATA. Maintenant, c'est du jamais vu pour eux, parce que quand ils concluent une DSP, une délégation de service public avec d'autres stations, ça dure 2 ou 3 mois. Là, je pense que c'est inédit dans leur histoire. Ils ont bâti un projet nouveau avec nous. Et ils s'en réjouissent. D'ailleurs, Fabrice, tu pourras le dire, mais les choses sont longues, il faut qu'à un moment les choses se terminent aussi. Donc, c'est temps aussi de clôturer ces discussions. Évidemment, on n'a pas eu plus d'éléments au sortir de ce comité des financeurs, à part un soutien moral de l'État, mais non chiffré. Il s'avère qu'on a été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt du ministère de la Transition énergétique qui nous garantit un soutien et des financements, mais la représentante du ministère qui était présente et la sous-préfète ont été dans l'incapacité de nous donner le montant du soutien qui pourrait nous être alloué. Donc on est ressorti à moitié satisfait, et puis surtout, j'étais quand même très anxieuse pour la suite. Suite à cela, on a contacté SATA Group, et vous savez que SATA Group est en contrat de prestation avec nous depuis maintenant 2 saisons, et ils acceptent un contrat de prestation pour la saison d'été en venant en appui financier de la collectivité, donc c'est-à-dire en prenant à leur charge une partie des grandes inspections. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va ouvrir la station le 27 mai, mais vous pouvez applaudir Fabrice Boutet, je ne vais pas lui jeter des fleurs, mais quand même. Si nous ouvrons le 27 mai, c'est aussi, et c'est surtout grâce à lui. Il a accepté qu'on se réengage dans ce contrat de prestation. Alors qu'est-ce que ça veut dire un contrat de prestation ? Ça veut dire qu'on a le directeur de l'Alpe d'Huez, c'est ça, hein, Frédéric Porte, que j'excuse, qui n'est pas là ce soir, qui est en appui de nos équipes d'AGS et qui nous accompagne aussi. Et cet accompagnement est très important parce que ça permet aussi d'opérer la transition si, toutefois, nous arrivons à signer la délégation de service public. Ce que je vous propose ce soir, et puis je vous en dirai plus sur les chiffres à l'issue de la présentation, c'est de vous présenter à nouveau le projet, parce que quand nous étions venus devant vous au mois de juin dernier, nous n'avions pas le projet retravaillé et abouti tel que nous le présentons aux financeurs. On a fait plusieurs réunions, notamment avec tous les élus de la communauté de communes, hein, tous les élus même municipaux étaient conviés pour leur présenter ce projet. Il a été présenté aussi à nos partenaires aujourd'hui. Donc je vais vous le présenter de manière très succincte, et puis certains d'entre vous le connaissent, notamment les socioprofessionnels, et puis la commission pour l'avenir de la station, voilà, Alain, et puis aussi Alpes du Grand Cerf demain, puisque c'est des choses dont on parle très régulièrement. Donc, tout d'abord, pour recontextualiser, donc c'est important, la communauté de communes a pris la compétence au 1er janvier 2021. Je rappelle que cette compétence nous était imposée par les services de l'État, puisque, si vous vous rappelez, avant c'était le SIAG qui gérait la station de l'Alpe du Grand Cerf, et que depuis 2017, la communauté de communes abondait par une subvention de fonctionnement pour maintenir le SIAG et pour équilibrer. Le préfet nous avait dit, ce n'est pas légal, vous ne pouvez pas financer un syndicat dont vous n'êtes pas membre, donc soit vous prenez la compétence, soit la station elle ne perdurera pas, vous ne pourrez plus financer le déficit. Donc ce qu'on a fait, c'est important de le rappeler parce que prendre une compétence, c'est jamais anodin et c'est douloureux pour une collectivité, notamment une collectivité jeune comme la communauté de communes qui a déjà multiples compétences. Donc ça ne s'est pas fait sereinement, mais ça s'est fait dans l'intérêt du territoire, je tiens à le dire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est quand on prend ce genre de compétences, on prend la gestion de l'exploitation, mais on n'a pas de personnel pour travailler dessus. Donc ça, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que les élus, on a mouillé la chemise, nos personnels aussi, ma directrice générale qui est là, Nathalie Naum, et que je salue, a mouillé la chemise, et aujourd'hui, on a Nicolas, heureusement, et on s'en félicite, qui travaille à plein temps presque sur le projet. Donc suite à cela, on a lancé une délégation de service public. Il n'y a eu qu'un candidat qui est SATA Group, avec qui nous sommes donc en discussion depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, donc les discussions sont en cours. Donc on est toujours dans le cadre d'une procédure aujourd'hui. La procédure n'est pas aboutie. Le projet Alpes du Grand Cerf, je le dis souvent, pour moi c'est un projet de territoire. Un projet de territoire, un projet de destination touristique qui est complémentaire aux offres du territoire de la Matésine. La Matésine, c'est pas que l'Alpe du Grand Cerf, la Matésine c'est le Petit Train de la Mure, c'est Notre-Dame de la Salette,
Ce sont les passerelles himalayennes, ce sont nos 6 lacs et plans d'eau, c'est des circuits de trail. Donc on a une multiplicité d'offres et l'objectif de maintenir l'Alpe du Grand Cerf, c'est de maintenir cette diversité d'offres que nous avons. L'Alpe du Grand Cerf, c'est un pôle de vie. 200 emplois dépendent de l'activité aujourd'hui de l'Alpe du Grand Cerf, direct ou indirect. 200 emplois, c'est énorme sur un territoire de 20 000 habitants. J'aurais tendance à dire, et d'autres le disent aussi, que c'est la plus grande entreprise du territoire. C'est un lieu de vie sociale pour toute la vallée et pour tout le territoire. On a 32 enfants, même plus maintenant, inscrits à l'école et à la crèche. Et l'école que nous venons d'inaugurer il n'y a pas très longtemps et qui accueille aujourd'hui 2 classes, puisqu'il y en a une qui a été ouverte cette rentrée. Et puis, ce sont 17 exploitations agricoles sur les terres de la vallée de l'Alpe du Grand Cerf, et ça, on ne cesse de le répéter, et notamment au service de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nos agriculteurs vivent principalement de leur activité de saisonnier, et non pas des revenus que génère leur exploitation agricole. Et ça, c'est très important de le rappeler. Je le disais tout à l'heure, le projet de destination touristique Alpe du Grand Cerf, c'est un projet de territoire. Avec d'abord, et on y reviendra plus précisément, un large panel d'activités neige et hors neige, parce que la station, pour moi, n'est pas qu'une station de ski. Des aménagements mixtes pour une utilisation de saison avec du matériel associé. Nous espérons aussi, et ça c'est hors cadre de la DSP, que si le projet aboutit, nous aurons un renouvellement du parc d'hébergement, évidemment. On a déjà rencontré avec Raymond Basselot un promoteur qui serait intéressé par l'implantation d'une unité touristique sur un terrain réservé par la commune. Et puis évidemment, on souhaiterait qu'il y ait des nouveaux investissements et des services complémentaires. Quand on parle de services complémentaires, on peut parler d'une pharmacie, d'un docteur, vous avez déjà des infirmiers, mais toute une offre de services qui pourrait se développer. Et puis évidemment, l'Alpe du Grand Cerf, ce sont des sites naturels mieux aménagés et préservés. Aujourd'hui, on a une fréquentation très forte sur les sites du Pourcelet et du Taillefer. Et aujourd'hui, comment on gère mieux ces flux? On les amène chez nous parce qu'on a une montagne aménagée, raisonnablement aménagée, et on désengorge ces sites-là qui sont surfréquentés. Donc, quelques données, chiffre d'affaires et flux touristiques qui sont très importants. Alors là, c'est la répartition des nuitées hors camping, je dis bien hors camping sur le territoire de la Maltaisine. C'est des données de 2019. Et on voit bien que la Morte représente 17% des nuitées, ce qui est conséquent, donc sur toute l'année. Et si on regarde par trimestre, donc vous avez en gris évidemment la Morte, en gris clair la vallée de la Roisonne, donc c'est environ un peu plus de 70% des nuitées sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre clientèle hivernale, notre clientèle touristique sur le territoire, elle est essentiellement due à l'activité de la station de l'Alpe du Grand Cerf. Si demain, cette activité s'arrête, le tourisme hivernal en Maltaisine n'existera plus. Et ça n'impactera pas que l'Alpe du Grand Cerf, ça impactera tout le territoire. Puisque les touristes qui viennent à l'Alpe du Grand Cerf, les jours où ils n'ont pas envie de skier ou de faire autre chose, et ben ils vont à la Mini-Mage. J'en ai parlé récemment avec l'association La Mini-Mage, mais c'est une réalité. Ils vont à la Mini-Mage, ils vont faire autre chose. Et bien tout ça aura un impact sur tout le territoire. Je vous ai mis le chiffre d'affaires des saisons estivales pour une simple et bonne raison, c'est que nous ne sommes pas, je vous l'ai dit, qu'une simple station de ski. Nous sommes une station aussi d'activité plein air, et une station estivale. Donc vous voyez, depuis 2018, ce chiffre d'affaires est en nette progression. Et puis surtout, cette année, on a eu 35% de piétons sans offre spécifique, en plus sur la station, qui ont pris le télésiège. Très important. C'est-à-dire que c'est des gens qui utilisent la remontée mécanique au-delà des VTTistes avec le bike park qui en font aussi une bonne utilisation. Et puis cette année, fait exceptionnel, dû au fait du manque d'enneigement, on a ouvert la station le week-end des 7 et 8 janvier. Je remercie le personnel d'AGS et les associations qui se sont mobilisées pour le permettre. Et on a eu un record de passages puisqu'on a vendu effectivement à peu près 180 titres sur la journée du samedi, mais ce sont 400 passages qu'on a enregistrés puisque les utilisateurs pouvaient utiliser leur forfait saison. Et puis, vous avez vu que ça a fait la une de la presse, pas que locale, puisqu'on a eu la télé belge, les Américains, et tout le monde s'y est intéressé. Donc on voit qu'il y a
possibilité d'utiliser la station dans toute sa diversité, été comme hiver. On va se focaliser aujourd'hui sur le projet. Le projet, c'est un projet fondé sur des valeurs partagées, équilibré pour prendre en compte les enjeux de préservation des espaces sensibles, avec une ambition d'exemplarité, et ancré dans ses valeurs et son identité, l'agriculture et le pastoralisme. L'objectif pour nous, c'était de se différencier en s'écartant du positionnement classique des stations de montagne, c'est-à-dire des stations de sport et sensation, comme on peut le voir. C'est pas une critique, mais à l'Alpe d'Huez, on est totalement différents. Donc qu'on demeure une écostation de montagne, que la montagne soit pour tous, donc accessible pour tous, et qu'on préserve notre cadre de vie, très important. Donc l'objectif, c'est de s'appuyer sur le maintien d'une offre de ski raisonnée, de qualité, adaptée aux évolutions climatiques dans une phase de transition. Et je le dis et je le répète, il s'agit pour nous de prendre le temps de la transition sans tourner brutalement la page du ski alpin. Ce qui serait tragique parce que derrière cette page-là, il y a des femmes et des hommes. C'est la première chose qu'il faut retenir. Donc l'objectif, c'est de maintenir une offre de neige en phase de transition, adapter l'offre à l'aléa d'enneigement en pied de piste, évidemment, être en capacité de transporter des piétons, on a marqué toutes saisons, mais 2 saisons, parce qu'il faut être modeste, on va commencer par 2 saisons, et engager un projet de diversification innovant et ambitieux en toute saison. On rappelle que nous avons 250 000 centres de vacances à maintenir, 800 lits marchands, 1100 enfants encadrés par l'ESF, des scolaires et des classes de neige. On a un prix facial à la journée qui est très accessible, 28 € en ligne. Alors, je vous le dis, puisque nous allons retravailler les grilles tarifaires, ces tarifs vont quelque peu augmenter à la fois pour la saison estivale et à la fois pour la saison d'hiver si nous pouvons poursuivre l'activité. Donc une augmentation de 7%, ce qui nous amène à un forfait de 31 €, je crois, ce qui reste tout à fait raisonnable quand on connaît le prix du forfait dans les grandes stations. Donc le projet aura un positionnement de confortement de positionnement famille et un positionnement affirmé de découverte, d'apprentissage, et on y tient, parce que l'Alpe du Grand Cerf, c'est une station d'apprentissage pour les enfants. On a fait récemment une étude de clientèle sur la période hivernale, et les personnes qui ont répondu, ce sont essentiellement des familles avec enfants. 70% des personnes qui ont répondu sont des familles avec enfants. Donc c'est notable quand on dit que c'est une station familiale, une station d'apprentissage, une station d'éducation, et surtout une station accessible à tous, quel que soit le revenu, j'allais dire, des personnes. Que je lui dis l'autre jour aussi, le ski ne doit pas être un sport d'élite, mais un sport pour tous. Et aujourd'hui, c'est très décrié. On va se focaliser sur le domaine de montagne aménagée, puisque c'est celui-ci qui nous intéresse, puisque c'est là que se concentre le projet finalement. Donc on aura l'espace d'accueil d'altitude à 1750, donc en haut du Seriou. Versant, c'est tout ce qui est la redescente finalement, l'espace versant, et la porte d'entrée du village. Donc évidemment, et ça vous l'avez compris depuis la dernière réunion, l'objectif c'est d'avoir un accès direct au Bergeraie. Pourquoi ? Puisqu'on a 2 remontées mécaniques vieillissantes, la Blache et le Seriou, qui aujourd'hui sont très onéreuses en termes de grandes inspections, et qui plus est, tombent en panne. On l'a vu cet hiver, pour ceux qui ont suivi, et qui plus est avec le télésiège du Seriou qui est très mal implanté et qui, en cas de vent du sud, ne permet plus l'exploitation du domaine. Donc l'objectif, c'est de partir de la butte, là, et d'avoir un télémix, donc c'est-à-dire une télécabine et 4 sièges, voilà, qui montent jusqu'en haut, anciennement arrivé porte 2. Donc ça vous fait une liaison directe. Voilà, j'ai tout machiné, je suivrai par là-haut. Et l'objectif, c'est d'arriver... Alors, je vais faire comme ça, je ne vous tourne pas le dos. D'avoir en arrivée à 1750 un bâtiment d'accueil, des services, un belvédère. Alors, ne me demandez pas comment on va faire le belvédère, je ne sais pas. Mais c'est des idées, et on sait que c'est peu onéreux par rapport à ce que représente le projet, et que c'est des choses qui marchent. Donc on a mis des exemples, c'est pas du tout ce qui va se faire effectivement. Un belvédère, et puis surtout un accueil des personnes à la fois été comme hiver, puisque avec une télécabine, on monte piétons, skieurs,
vététistes en haut de la station et personnes à mobilité réduite pour profiter de la vue exceptionnelle, de l'alpage, du ski, de randonnée. Donc, à ce point d'arrivée, donc à 1800, on aurait un espace d'apprentissage du ski. L'objectif, c'est d'être indépendant vis-à-vis de l'enneigement en pied de piste. On sait très bien que cet enneigement est fragile. On aurait une piste de luge, des parcs promenades et randonnées toute saison, et il est marqué neige de culture. Je vais tout de suite m'arrêter là-dessus. Parce que la neige de culture, à l'Alpe du Grand Cerf, c'est 7%. Aujourd'hui, sur d'autres stations, Fabrice, c'est... Sur la Solèze, on est aux alentours des 50%. 50% sur d'autres stations. L'objectif demain sur l'Alpe du Grand Cerf, c'est 14%. Donc évidemment, qui dit neige de culture, dit retenue collinaire. Et on ne lève pas les bras au ciel et on ne part pas en courant. On a réfléchi quand même. Et on s'est dit, aujourd'hui, on a un vrai problème lié à la sécheresse sur les alpages. Et on l'a vu cet été, hein, ça a été un vrai problème, Cédric, tu peux en témoigner. Et donc cette retenue collinaire, il faut la réfléchir à double usage, à double vocation. Il ne faut pas qu'elle ne serve uniquement à la neige de culture. Donc ça, c'est des choses qu'on réfléchit avec les techniciens, que ce soit de la région, du département, même nos équipes, pour justement qu'on ne soit pas que dans ce dogme de la neige de culture. Alors après, si on est sur le versant, la redescente, donc en trame verte, on aurait un parcours piéton de promenade qualifiée, des ateliers ludiques pour les familles, dont des toboggans géants, que vous voyez, c'est pas ça exactement, mais c'est à peu près ça, des équipements qui s'inscrivent très bien dans le paysage, qui s'insèrent bien dans le paysage. On aurait une adaptation de l'offre VTT privilégiant l'offre famille, des promenades et randonnées, et puis une mise en scène toujours thématique du pastoralisme. En trame blanche, on conforte l'offre de ski familiale sur ce versant, accessible aux skieurs de petit niveau, avec un axe de ski de retour de station pour lequel il faudra maintenir aussi l'offre de neige, c'est évident. Un parcours ludique et culturel en configuration hivernale, des promenades et randonnées, évidemment, donc piétons, ski, raquettes. Et puis la porte d'entrée du village, pour terminer, avec un accueil client. Vous avez vu qu'aujourd'hui l'accueil client il est assez obsolète quand on va chercher nos forfaits aux caisses. Donc l'objectif c'est d'avoir quand même un joli bâtiment d'accueil. Un maintien de l'offre de ski débutant. Quand je dis maintien de l'offre de ski débutant, c'est le maintien des bambins, puisqu'aujourd'hui c'est une activité qui marche bien tant qu'il y a de la neige, maintenons l'offre, notamment pour les moniteurs de ski, ils y tiennent. On revient en arrière. Voilà. Et une mise en scène et un espace de loisirs pour les enfants et les familles. Donc un espace de loisirs aménagé autour du pastoralisme évidemment. Et puis tout ce projet, donc je l'ai dit, son fil conducteur, c'est le pastoralisme. Et l'objectif en bas, c'est d'avoir une ferme d'animation, une ferme pédagogique, avec une activité toute saison. Et là aussi, cette ferme pédagogique, on la fera en concertation avec les agriculteurs du territoire. Ce n'est pas à nous de la penser, on doit la penser en concertation. Et on doit la faire vivre en toute saison. Alors il faut réfléchir à, par exemple, s'il y aura une activité de production, s'il sera juste de l'animation. Tout ça change aussi la nature des financements que nous pouvons percevoir. Donc il faut toujours bien regarder ce qu'on fait avant de le faire. Et puis surtout, il faut que ce soit vertueux, c'est-à-dire qu'on préserve aussi le bien-être animal. Vous voyez, ça c'est la part des investissements sur le projet. Alors évidemment, l'appareil toute saison, ça représente 58% du projet. Mais c'est bien dit, c'est l'appareil toute saison. Moi, c'est pas un appareil qui va nous servir qu'au ski, c'est un appareil qui va servir, qui est au service, c'est un outil qui est au service du projet. Voilà, tout simplement, du projet toute saison. Et puis après, on a, et c'est ce que je vous ai dit, 15% de neige de culture contre 7% actuellement. La diversification à 17%, l'adaptation des pistes de ski, c'est obligatoire. Et puis l'espace débutant au 5%. Et on en arrive voilà, aux chiffres. Aux chiffres, donc, de compétences, nous ne cessons de le répéter, investira 4 millions d'euros. Ce qui est colossal pour une collectivité comme la nôtre. Sata Group, aujourd'hui, investit 7 millions d'euros dans le projet. Les cofinanceurs, que sont la région et le département, alors je m'y arrêterai. La région, donc sur ces lignes traditionnelles, quand je dis ces lignes traditionnelles, c'est
le plan montagne, les espaces valléens, la diversification touristique, la ligne agriculture, aujourd'hui arrive à un montant de 3 millions d'euros. Et le département, si on avait suivi ces mines traditionnelles, on serait sorti avec 200 000 euros. Le président Jean-Pierre Barbier nous a dit qu'il sortait de ces mines traditionnelles et qu'il s'alignerait euro pour euro sur la région. Donc c'est plutôt bien, parce que c'est un effort aussi important de nos partenaires. Et donc, reste à financer 5 millions d'euros aujourd'hui. Et je ne saurais vous dire comment nous allons aller les chercher, mais en tout cas, nous mettons tout en œuvre pour que ce soit à notre niveau. Les techniciens aujourd'hui travaillent ensemble avec les techniciens de l'État. C'est pas facile, puisque on a une position assez dogmatique, et je le dis sans crainte, des services de l'État, qui aujourd'hui aimerait faire de l'Alpe du Grand-Serre un exemple d'une station qui tourne la page du ski alpin. C'est pas envisageable pour nous, en tout cas, et pas dans ces conditions. C'est-à-dire que tourner la page du ski alpin, oui, mais il faut nous accompagner à tourner cette page. C'est pas possible qu'on le fasse si brutalement. Et encore une fois, c'est pas possible parce qu'on ne s'est pas préparé, parce qu'il y a des femmes et des hommes derrière qui travaillent, qui vivent de la station, et parce qu'on n'a pas inventé ce modèle qui nous permet de tourner définitivement cette page. Donc il nous reste 2 mois pour transformer l'essai. 2 mois parce qu'on s'est laissé jusqu'au mois de juillet pour conclure cette DSP. Je ne sais pas si on va y arriver. Je vous l'avoue, je ne sais pas si on va y arriver. Je me lève chaque matin avec un positionnement différent, puisque c'est un peu les montagnes russes, l'Alpe du Grand-Serre. On est très content. Quand on a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, on s'est dit génial, il y a une enveloppe de 10 millions d'euros, ça veut dire qu'on est 3 lauréats et qu'on va avoir 3 millions d'euros, donc c'est plié. On s'est dit c'est bon, c'est fait. Je vous assure, moi je me levais le matin, j'étais ravie. Puis on s'est aperçu quand on allait présenter notre projet, Arnaud Chattard, qu'en fait on était 4 lauréats et qu'il y avait 4 millions d'euros. Alors on est tombé de notre chaise. Et puis là on a mal dormi, mais on ne dort pas souvent bien avec l'Alpe du Grand-Serre. Donc il y a encore des choses à aller creuser. Marie-Noël s'y emploie au niveau de l'État, des plans Avenir Montagne, auprès des décideurs, je dirais. Voilà. Et puis chacun s'y emploie auprès de nos partenaires. Je pense que rien n'est impossible, il faut y croire jusqu'au bout. En tout cas, je peux vous assurer que, pour ma part, mes vice-présidents, on se battra jusqu'au bout. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce projet dépasse les clivages partisans, ce qui est rare. Le petit train de la Mure dépassait les clivages partisans. Je pense que l'Alpe du Grand-Serre aussi, puisqu'on s'est aperçu que ce n'est pas le projet de vraiment Masselot, Coraline Sora ou de la Morte, c'est le projet de tout un territoire. Il faut bien se le mettre dans la tête. Et donc, nous œuvrerons jusqu'au bout, puisque si nous n'y arrivons pas, je crains que nous ne puissions pas ouvrir l'hiver prochain. Il faut être réaliste, on ne peut pas faire fonctionner une station à perte aujourd'hui. Aujourd'hui, la station, si on n'investit pas, on perd de l'argent en fonctionnement, la collectivité perd de l'argent, et puis on va se mettre en déficit au bout d'un moment, et ça ne sera plus supportable. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je n'ai pas plus d'informations à ce stade, j'ai des informations importantes, et je crois surtout qu'il faut maintenir cette union populaire et cette pression. Quand je dis pression, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, mais il faut maintenir voilà, cette pression et ce soutien qu'on a tous pour l'avenir de l'Alpe du Grand-Serre. Je vous remercie de votre écoute et je suis ouverte à toutes les questions. Voilà. Si vous me le permettez, je vais quand même laisser dire un mot à Fabrice Boutet. Il est là, on va profiter de sa présence pour que... Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi je suis impressionné par le nombre de personnes qui sont là, donc ça prouve que l'engagement qu'on a commencé à prendre, voilà, vous prouvez qu'on a raison d'aller dans cette voie-là, et ça c'est important pour nous. Alors c'est clair que l'Alpe du Grand-Serre, on ne vient pas ici pour gagner de l'argent, c'était clair. On a la chance d'être une entreprise, d'être une SEM. Une SEM, c'est, si on comprend bien le fonctionnement, c'est le développement du territoire. C'est comment un acteur économique peut devenir un outil économique. Et là, quand on vient à l'Alpe du Grand-Serre, on est vraiment un outil économique. On est là pour regarder comment tout ça va pouvoir faire qu'on va vivre sur les portes d'Oisans et de la Matésine.
Donc c'est super important dans la stratégie globale du groupe. L'Alpe du Grand Serre a toute sa place. Donc on ne discute même pas, on ne cherche pas. À chaque fois qu'il faut trouver une solution, on essaie de la trouver. J'en parlais encore il y a 2 minutes. On va véritablement aller au bout du process et on ne lâchera rien, ça je peux vous le dire. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une grosse incompréhension. Parce que s'il y a un projet en France, parce que beaucoup de projets sont du greenwashing ou de la transition washing. C'est-à-dire qu'on nous explique, ça y est, la transition, on arrête le ski, on passe au vélo, ça y est, on nourrit tout le monde. Ou alors, comme dirait Freddy Maignan, on n'a qu'à mettre une petite start-up d'artistes là, qui vont nourrir tout l'Oisan. Donc, voilà, il va falloir quand même qu'il y ait beaucoup de grands artistes et la plupart sont plus là pour nourrir l'Oisan. Donc voilà, là on a un vrai problème technique. Notre problème technique, c'est de dire, servons-nous du ski pour financer tout ce que va être la transition. Donc une transition, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Et ça, je pense que l'État a du mal à comprendre ça. Il parle de transition, donc c'est on arrête. Ça, j'ai jamais vu de transition qui se sont passées comme ça. Donc, obligatoirement pour nous, c'est de voir comment on va utiliser tout ce que l'on fait, tout ce que l'on produit, pour que notre région, et je dis bien, enfin tout notre territoire de l'Oisan et de la Matésine continue de vivre dans le temps. C'est-à-dire que le rêve de certains, c'est de dire on arrête la montagne, on met des barbelés à la sortie de Grenoble et c'est terminé, il n'y a plus rien. C'est pas comme ça que ça marche. On a toute une population et notre job à nous, SATA, c'est de faire effectivement, de continuer de développer nos domaines. Chaque fois que l'on fait un choix d'une remontée mécanique, enfin du télémix, c'est un choix, c'est une stratégie du groupe. Pourquoi cette stratégie du télémix? C'est pour dire il y a des skieurs, il y a des VTT, il y a des piétons, il y a des personnes à mobilité réduite, il y a des familles, il y a des gens âgés, il y a des gens qui n'ont pas le physique de monter à une certaine altitude et de découvrir nos montagnes et de voir comment tout ça vit, comment notre écosystème vit. Bien, c'est un choix stratégique déjà dans le choix des télémix. Quand on fait ce choix-là, c'est vraiment qu'on est déjà dans la transition. Donc ça, c'est pas facile à faire comprendre à l'État, mais ne vous inquiétez pas, on travaille et on arrive quand même à sortir des opérations. Celle-ci, c'est pour moi l'opération phare de la vraie transition. On n'en a pas beaucoup en France, mais celle-là, c'est vraiment ce qui est le plus, j'allais dire, le plus significatif dans la transition globale entre l'hiver et l'été. Et pas que l'hiver et l'été, puisqu'on pense aux colonies de vacances, on pense aux classes vertes, on pense aux classes de neige. Si on veut que nos enfants sachent, ou que les enfants des grandes villes connaissent autre chose que les tours de la Courneuve en se disant que c'est ça les montagnes, il va falloir qu'on fasse tous des efforts pour aussi être capable de les accueillir. Donc tout ce travail-là aussi, c'est véritablement dans la fonction de ce qui a été défini au niveau pastoral, c'est de faire découvrir notre univers de montagne et peut-être de donner envie et donner des vocations à des gens qui vont nous rejoindre. Parce qu'aussi, la dernière chose aussi qu'on a dans cette vocation, c'est de faire vivre les gens sur le territoire. Si on veut garder nos écoles, nos postes, nos médecins, nos pharmaciens, nos transports publics, si on veut garder tout ça, il faut amener des gens à vivre chez nous, à véritablement s'implanter chez nous pour pouvoir vivre et pouvoir faire que tous ces pouvoirs-là, tous ces pouvoirs publics, on puisse les garder. Donc vous voyez, la transition, c'est pas juste un grand porteur. Ce grand porteur, aujourd'hui, tout le monde focalise dessus. Grâce à ça, c'est comme un autobus, c'est comme une ligne de chemin de fer qui va nous permettre d'atteindre un autre endroit et qui nous permettra de faire des milliers de choses à côté. Donc c'est véritablement comme ça qu'on s'engage aux côtés de la CCO, qu'on s'engage aux côtés de l'Alpe du Grand Serre. Comment? La CCO, CCM. Excusez-moi, je sors d'une réunion, je rentre dans une autre. Mais bon, allez, c'est parti. De toute façon, j'en fais une, moi, à peu près je fais au moins une gaffe par réunion, donc vous inquiétez pas, ça elle est faite. Je peux peut-être être bon en faire deux. Mais au moins, sur la CCM, voilà, c'est vraiment un engagement que l'on prend pour réussir ce projet. Donc, vous pouvez compter sur certains groupes. Nous, on veut sécuriser aussi tous les gens de l'Alpe du Grand Serre, j'espère, nos futurs collaborateurs, les sécuriser pour qu'ils se disent que si on vient ici, c'est véritablement pour s'impliquer. Et puis, sécuriser aussi toute la vie sur l'Alpe du Grand Serre pour les sociopros, les futurs hébergeurs, et puis de donner une vraie vie et de redonner vraiment une vraie lumière à l'Alpe du Grand Serre qui a toute sa place dans la stratégie du groupe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Fabien, aujourd'hui, ce soir, maintenant, pour ce projet-là, c'est l'Union Sacrée. Donc effectivement, comme l'a dit la présidente, il y a eu de nombreux échanges avec la région. La région, on vous l'a déjà dit, a des dispositifs de droit commun qu'on a épuisés.
qu'on a regardé et on a décidé de dire que Banco, on y allait parce que c'était un projet qui nous semblait tout à fait réalisable. Au contraire, on sent très bien que les personnes ici présentes n'ont pas le pouvoir de décision, que le pouvoir de décision est un peu plus haut, mais qu'elles ont la possibilité de faire remonter toutes ces doléances. Voilà, en tout cas, vous dire que c'est une position que nous partageons tous, qu'on avait dit qu'effectivement le département s'alignait sur la région. Donc le souhait du président, en tout cas, c'est de vous accompagner et preuve en est que nous sommes là et que le département a aussi pris des décisions par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce projet. En tout cas, vous pouvez compter sur l'aide de la région. Bien, bonsoir à tous. Effectivement, je préférais parler après le représentant de la région, puisque le département, enfin c'est la région qui est chef de file de tout le développement économique. Et nous, nos règlements d'intervention au département, en fait, s'alignent sur ceux de la région du moment qu'ils ont pris la décision. À ce moment-là, on peut arriver en cofinancement. Et c'est pour ça qu'ils choisiront le montant qu'ils mettront dans l'opération et nous alignerons à 1 euro pour 1 euro versé par la région. C'est un choix qu'on a voulu faire pour l'Alpe du Cancer parce qu'il y a beaucoup de petites stations, petites et moyennes stations en Isère et toutes n'ont pas le même avenir. On ne va pas se mentir, il y a des endroits où, oui, la page du ski va se tourner sur d'autres massifs, des stations plus basses. Ce n'est pas pour nous le cas d'Alpe du Cancer qui a une exposition particulière, qui a une altitude qui est encore convenable pour un certain nombre d'années, et puis un enneigement en hauteur qui finalement reste correct. Le vrai problème restant l'accès à cet enneigement. Donc le projet il est effectivement exemplaire, on va dire, à l'échelle du département, mais pas seulement. C'est un projet qui est résilient à l'échelle nationale. Il pourra servir d'exemple, c'est un laboratoire, c'est un incubateur pour d'autres projets, et c'est comme ça qu'il faut le porter, et c'est pour ça aussi que toutes les collectivités, pour l'instant, sont d'accord pour aller financer ce qui vous a été présenté par la présidente. Donc on aura besoin de l'argent de tous, et que derrière, une fois qu'on a bouclé le total financier, il y a encore d'autres difficultés avec les autorisations environnementales, enquête d'impact, etc. Voilà, le chemin est encore assez long et il faut vraiment qu'on franchisse cette première étape. Merci à tous, bonne soirée. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, juste quelques mots, je ne reviendrai pas sur les propos à la fois de Fabien et d'Éric, parce que je les partage évidemment, ainsi que ceux de la présidente, mais je crois qu'on a quand même de la chance sur ce territoire, parce qu'on a à la fois au niveau des collectivités, donc représentées par Coraline, au niveau du département avec Fabien, au niveau de la région avec Éric, et au niveau de l'État, 4 élus qui sont tous sur la même ligne et qui sont motivés par le même objectif, et je crois que ça c'est quand même une chance pour réussir. La position est on ne finance pas le ski. Donc tout ce qui a une connotation ski ne doit pas avoir de financement d'État. C'est exactement les propos qui sont tenus au niveau ministériel, même si dans les cabinets ministériels, il y a des différences et quelques failles qui dérogent à un certain genre. Il y a eu un plan Avenir Montagne, qui avait été initié par le ministre Joël Giraud, donc le voisin, le député voisin des Hautes-Alpes, et qui avait permis des financements. Lorsque nous sommes arrivés avec notre projet, tous les fonds étaient engagés, donc il n'y avait plus de possibilités. Sauf que l'augmentation des prix ont fait renoncer un certain nombre de collectivités, et aujourd'hui, par des tuyaux non officiels, on sait qu'il y a des fonds qui n'ont pas été utilisés, et donc on compte bien aller voir ce qui s'y passe, sauf qu'on n'a pas de réponse à ce jour. Donc j'ai l'opportunité mardi de poser une question au gouvernement, puisque c'était ma plage horaire du trimestre, donc ça tombe très bien de savoir combien il reste sur ce plan Avenir Montagne 1, quel est le fléchage et les engagements qui seront complètement abandonnés par les collectivités,
Et est-ce qu'on peut récupérer une partie de cet argent avant que Bercy ne fasse main basse dessus, parce que c'est un peu toujours comme ça que ça se termine, quand les fonds sont pas utilisés, on les récupère. Donc ça, c'est une de nos premières chances. La deuxième, c'est qu'il y a Plan Avenir Montagne 2 qui est en préparation, puisque l'ancien ministre Joël Giraud s'est vu confier une mission par le Premier ministre pour mettre en œuvre un Plan Avenir Montagne 2. Il est évidemment au courant de notre dossier, puisque Coraline me l'a confié pour qu'on lui le remette. Il est tout à fait en phase avec notre position et il la défendra évidemment le plus possible. Je crois qu'il faut qu'on fasse comprendre, et Fabrice le disait très bien tout à l'heure, pourquoi on a pris un équipement dans ce projet qui est plus cher que les autres. C'est justement parce qu'on a dans l'idée que ça doit servir à toutes les saisons et pas seulement au ski. Et ça, alors c'est une méconnaissance aussi de l'État de ce que ça veut dire un télémix, probablement, mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ils considèrent que toutes les machines qui sont sur des pylônes avec un câble, c'est pour le ski et donc pas finançable. Donc je crois qu'on a beaucoup d'efforts collectifs à faire en matière de pédagogie pour convaincre que justement ce soit plus coûteux et parce que nous avons tous et toutes un objectif de transition et de conforter le ski tant qu'il y a de la neige. Donc voilà, vous pouvez compter sur moi comme sur tous les autres pour essayer de boucler les financements au plus tôt, parce que on remercie évidemment la SATA qui à plusieurs reprises vient à notre secours, mais qui à un moment donné, il va bien falloir conclure. Donc merci beaucoup de ton soutien, Fabrice, et puis avec l'ensemble des élus, main dans la main, nous continuons pour faire aboutir ce projet. Et merci beaucoup aussi à vous, parce que je crois que c'est important aussi de montrer qu'il n'y a pas de dissonance dans la population et que tout le monde est à nos côtés pour arriver au même objectif. Merci à vous. Si vous me permettez, j'ai oublié de les saluer tout particulièrement, mais ils ont aussi beaucoup œuvré. C'est Alto du Grand Serre-de-Main, l'association de soutien à l'avenir de la station. 3000 adhérents, c'est pas rien, dont vous faites peut-être partie. Ils ont mené de nombreuses actions au cours de la saison dernière. Ils vont continuer, certains travaillaient beaucoup durant cette saison. Je les en remercie, ils sont l'exemple qu'on peut être tous unis autour d'un projet. On en est l'exemple évidemment, mais ils en sont aussi l'exemple, et j'allais dire, si vous me le permettez, que c'est rare à la mort. Les tensions compliquées, et on y est arrivé, et bravo à tous, parce que c'était pas chose aisée depuis le départ. Et je pense qu'on va dans le même sens. Voilà, vous pouvez poser vos questions, on vous fait circuler le micro, vous parlez très fort. Oui, madame. Bonjour, si j'ai bien compris, il y a 4 lauréats à ce projet, c'est possible de connaître les 3 autres. Arnaud? Il y a une alors il y a une collectivité dans le sud-ouest pour le recul du trait de côte. Donc ils vont déplacer tous leurs services qu'il y a sur le bord de la côte pour les recentraliser. Oui, c'est pas des stations de ski, d'accord, merci. En fait, Nous sommes la seule station. Voilà. Normalement, c'est pour des grands projets urbains, type Grand Place à Grenoble. C'est parti de ce lauréat. Et nous avons été choisis pour justement être station pilote. C'est le discours que nous avons tenu vis-à-vis des financeurs. Nous sommes la seule station parce que voilà, nous sommes la seule avec un projet aussi abouti et une seule station pilote. Des stations pilotes où ils ne veulent pas financer des porteurs. C'est un peu compliqué, mais voilà. Oui, ils nous disent sans arrêt, vous êtes un incubateur, vous faites école, vous faites cas d'école, vous êtes la vitrine de ce qui va se faire à l'avenir sur les stations dans les montagnes, puis on reste un peu sur notre fin. Voilà. Peut-être une précision, quand vous dites I, justement, c'est le plan Avenir Montagne dont vous parlez tout à l'heure, c'est ça? Alors, c'est les services de l'État, tout simplement, c'est-à-dire la préfecture, la DDT. On a eu quand même un esprit d'ouverture du ministère de la Transition énergétique qui nous a dit, mais effectivement, comme on n'a jamais eu affaire à ce type de situation, est-ce que finalement, c'est pas à nous de nous adapter et à voir comment on pourrait intervenir, peut-être sur le démontage des 4 remontées, donc les 2 télésièges de téléski.
C'est pas grand-chose, hein, c'est 200 000 euros, ou 200 ou 400 000 euros. Mais pourquoi pas? Donc on essaie de travailler cette piste-là, mais on sent que c'est difficile. Par exemple, sur la diversification, j'ai appris hier, ça ne m'a pas du tout ravi, qu'ils ne souhaitaient pas aller sur la tyrolienne à virage, enfin tout ce qui est diversification traditionnelle finalement, ça ne les intéressait pas. Donc ça m'a encore fait dire qu'ils sont pas de bonne... Enfin, il y a un manque de bonne volonté, parce qu'on essaie de s'adapter aussi, de faire évoluer les choses. Hein. Le projet il est abouti, mais s'il faut faire évoluer, on est d'accord Fabrice, 2-3 choses à la marge, on n'est pas fermé, au contraire, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Mais on sent quand même qu'il y a une vraie réticence de la part des services de l'État. Et le postulat n'a pas changé, c'est-à-dire que si l'État ne finance pas, il n'y a rien, enfin la SATA se désengage, est-ce qu'il y a déjà des plans B qui ont été... Et ben il n'y a pas de plan B. Enfin, j'allais dire que le plan B c'est de fermer. Je vais être très brutale, mais c'est ça, le plan B c'est fermer. C'est-à-dire que si on n'a pas les 5 millions, on n'est pas en capacité de boucler le plan de financement. Alors à moins que la SATA nous dise, je sais pas, Fabrice, tu peux nous faire des annonces. Ou la région ou le département, on ne perd pas espoir, hein. On a mis 6 millions, mais on va encore aller gratter. Hein. Voilà. Mais on en fait du boulot. Hein. Je vous assure qu'on écrit des courriers, on est reçus, on part à 5h du matin pour être reçu à la région. Mais c'est vrai ce que je dis. Mais oui, il n'y a pas le plan B, ce sera d'avoir une trame totalement verte. Hein, et ça ne sera pas demain parce que je ne sais pas si on a une obligation de démonter. En tout cas, je pense qu'elle s'imposera à nous. Donc il faudra démonter tout le domaine, ce qui a un coût quand même, qui sera à charge de la collectivité parce que l'État dit on ne prend même pas en charge le démantèlement des remontées mécaniques. Donc en fait, c'est pour ça qu'on se sent un peu baladé. Parce que d'un côté, on nous a dit prenez cette compétence, faites un projet. Le choix des élus, initialement, je le rappelle, c'était d'avoir un projet de rebond. On ne l'appelle plus comme ça maintenant. Mais un projet de maintien de l'offre de ski alpin. C'était le choix des élus. Ça veut dire quoi en France? Qu'on s'assoit sur les élus qui ont été élus par la population, par le peuple. Donc c'est un peu ça qui nous énerve tous, qui nous agace, qui nous offense, c'est qu'on ne se sent pas écouté. Aujourd'hui, c'est pas, encore une fois, je le dis, mon projet, celui de Raymond Maslow, celui de Marie-Noëlle Battistel, c'est le projet d'un territoire. Donc effectivement, le plan B, ce sera à terme le démantèlement de la station et une trame totalement verte. Hein. On ne va pas abandonner les choses. Si jamais on en arrivait là, la communauté de communes demeure compétente, elle demeure compétente en matière d'exploitation du domaine, ça reste un domaine. Donc on n'abandonnera pas, on aura un projet, ce ne sera pas celui espéré, mais on aura un projet. Et il faudra le rebâtir sans cette remontée principale et sans le domaine skiable. C'est pas du tout ce que je souhaite aujourd'hui. Vous parlez de juillet comme étant un nouveau de la victoire. C'est vrai qu'on a vu cette date s'évoluer. Qu'est-ce qui vous garantit Rien. Je dis rien parce que vous avez raison, à chaque fois on a dit telle date on aura une réponse, telle date on aura une réponse. Et finalement on s'aperçoit au fur et à mesure des rendez-vous que les choses évoluent et évoluent pas toujours dans le sens où on veut. Donc on s'est dit juillet parce que l'État nous a dit, enfin le ministère nous a dit, on a construit une feuille de route autour de ce qu'on appelle le plan pluripartenarial d'aménagement, donc l'appel à projet dont on a été lauréat. On a construit des feuilles de route avec des plans de financement en 2 ou 3 mois. Donc on leur a dit, ok, banco, on prend les 2 ou 3 mois et on se dit qu'on signe en juillet. Aujourd'hui, SATA Group, je les comprends. Enfin, on va se dire les choses très clairement, ils font du social avec nous. Hein. Ils ne gagnent pas un copec. Si, le contrat de prestation, on leur paye chaque saison. Mais je veux dire, ils ne rentrent pas d'argent depuis 2 ans. Et l'objectif, c'est quand même d'investir sur cette station et de lui donner un nouvel élan. Donc SATA demain dit moi je veux partir parce que j'en ai marre d'attendre puis j'ai autre chose à faire, enfin je pense qu'ils ont autre chose à faire, je comprendrai aussi au bout d'un moment. 2 ans de négociation c'est très très long. Même si pour moi ce temps-là était nécessaire. Enfin, Fabrice, tu en conviens, c'était nécessaire. C'est clair que le premier plan, quand on a reçu le cahier des charges, c'était vraiment un cahier des charges qui est d'entrée. SATA, on a tout de suite proposé, c'est ce qui a fait aussi qu'on a remodifié les choses avec les bureaux d'études et autres. On s'est dit que le ski seul ne fera pas vivre la pluie. Il faut être clair, il faut être honnête sur le sujet. Donc tout de suite, SATA, on s'est dit, on va travailler tout de suite à double saison.
pour essayer d'ouvrir. On a travaillé pour voir si on pouvait avoir des lits chauds, comme les vacances et autres. On a rencontré un promoteur pour essayer de mettre en contact avec. De l'autre côté, nous, l'idée, ça a tout de suite été de dire qu'il faut qu'on équilibre nos deux saisons. On ne sait pas que l'Anse serait lauréate de cette plan montagne à venir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un équilibre. De toute façon, on sait, et ça je peux vous le dire, on sait une chose, c'est que si on fait le projet, l'Alpe du Grand Serre est sauvée, on l'équilibre. Alors, maintenant, au niveau de Sata Group, on sera à 0. Mais ce n'est pas très grave sur l'esprit. Je rappelle, on est une société de développement de territoire, donc on n'est pas là pour engranger du dividende, et que ce dividende remonte, comme d'autres sociétés principales concurrentes, que ça remonte à des actionnaires, et après que ça va je ne sais pas où d'ailleurs. Donc le principe, c'est que tout centime gagné reste sur le territoire. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, pourquoi c'est important pour la richesse du territoire, c'est qu'1 euro de forfait, c'est 7 euros de richesse pour le territoire, c'est toujours ça. Donc ça, ce calcul-là, il est intangible, c'est exactement ce qu'on voit sur les autres domaines dont on a la charge. 1 euro de forfait égale 7 euros de richesse. Donc si on veut garder le sujet, il faut vraiment que l'hiver, on tienne le coup et on tienne nos saisons, qu'on continue à investir pour que tout ce que l'on fait l'hiver puisse servir l'été. C'est exactement ce qu'on met en place. Donc, quand j'entends la tyrolienne à virage dans les arbres, il n'y en a qu'une aujourd'hui en France, on a été la voir, on s'est dit on ne va pas faire une tyrolienne comme tout le monde, sinon tout le monde a sa tyrolienne, donc après c'est une concurrence qui ne nous intéresse pas. Et la deuxième chose sur laquelle nous on a parié, c'est de faire un centre de respiration aux portes de Grenoble. Et véritablement, chez nous en stratégie, c'est que l'Alpe du Grand Serre, c'est le centre de respiration aux portes de Grenoble. On l'a vu cet été, on l'avait dit que les gens montaient parce qu'il faisait trop chaud, et il m'a bivouaqué ici. Et là, il faut que ça tourne dans nos têtes. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on continue d'aménager, de comprendre comment va se passer les saisons, même si on n'est pas ouvert, les saisons de l'Alpe du Grand Serre. L'Alpe du Grand Serre a cette chance-là. L'État, quand il ne s'engage pas, est-ce que pour autant il donne des fléchages? C'est-à-dire qu'il pourrait peut-être varier sa position s'il vous répondez à de nouveaux critères environnementaux, originaux. C'est pas annoncé comme ça du tout. Alors non, en fait, il donne une orientation, il dit on vous soutient moralement. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est quand on a été lauréat de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est tout le projet tel qu'on l'a présenté. Donc c'est ça un peu qui nous a un peu surpris, c'est qu'aujourd'hui, ils reviennent sur leur position. Ils nous disent, charge à nous d'avoir un projet viable. Et un projet viable, effectivement, ils donnent quelques orientations. Ils vont flécher leur financement sur la trame verte, et puis finalement, par exemple, sur la gestion des flux. Quand je parlais tout à l'heure de gestion des flux, plutôt sur la station que sur le Taillefer ou sur le Pont-Soleil, ils vont flécher sur tout le développement environnemental. Voilà, mais sans plus, nous, ce qu'on souhaiterait de leur part, et c'est ce qui un peu nous avait été dit au départ, Arnaud, Raymond, c'était avec moi, il y avait la directrice générale, il nous avait été dit, finalement, le télémix est un élément de la diversification, vous pourrez peut-être obtenir un pourcentage de financement en investissement sur l'appareil. Puis finalement, on nous dit tout le contraire. Donc on a des positions très changeantes qui nous mettent dans des situations qui ne sont pas tenables, parce que un coup on se dit c'est bon, on a l'argent, on y arrive, on est content, puis le lendemain on fait 4 pas en arrière, on se dit non, il faut recommencer du départ. Donc c'est compliqué. Voilà, et j'essaie de rester optimiste. Donc le point de départ, ça va être comme celui de la Blache actuellement, sauf qu'il sera déplacé, ce sera un télévis qui montera évidemment tout de suite sur les bergeries. Et toute la répartition des pistes, à nous, on travaille sur le flux global et sur l'enneigement. C'est-à-dire que l'enneigement va nous permettre un certain nombre d'ouvertures de pistes aujourd'hui qui sont que liées à la météo. On va préparer, nous, aujourd'hui, les pistes comme on le fait dans les autres stations. À 1350, on a Villars qui est à 1250, on a Auze qui est à 1200. Donc on travaille exactement toutes nos pistes en agriculture pour qu'elles soient ouvertes dès le début de la saison, et surtout de les maintenir tout au long de l'année. Donc c'est plutôt comme ça que ça va être travaillé. Ce que l'on veut vraiment, c'est que les débutants ne soient pas à 1750 dans le froid, parce que il y a quelques moniteurs, j'ai pu en voir. J'ai travaillé ici aussi dans les années 80. Je peux dire que quand il fait froid au mois de janvier, les gamins à l'ombre, c'est pas le grand apprentissage qu'on souhaitait. Donc véritablement, c'est de monter notre front de neige
le plus haut possible. Déjà, ce qui est important, c'est que ça donne aussi une image de dire qu'on a bien compris que la moyenne montagne, 1350, on ne peut pas dire que ce soit que de la petite montagne, mais la moyenne montagne a pris en considération que la neige va être de plus haut en altitude. Voilà. Donc c'est véritablement ça. Et le flux, à partir du moment où on arrive sur les bergeries, il y a du terrassement qui va être fait pour redispatcher nos skieurs en fonction de leur niveau et en fonction des cours de ski qui seront mis en place. Plus la neige de culture qui va accompagner ça. On retravaille sur les pistes aussi également. Il y aura toujours le versant nord. Comment? En piste, il y aura toujours le versant nord. Ah oui, alors au contraire. Non, on ne supprime aucune piste, on va faire tomber quelques câbles, on va faire tomber quelques pylônes. Ça redonne à la nature, une fois de plus. L'avantage de ce type d'installation, c'est qu'on optimise l'installation et ça nous permet de démonter un certain nombre de choses, et ça, c'est nous qui le faisons. La partie basse était quand même beaucoup utilisée par justement les familles, les débutants, les couples, etc. Ça sera toujours le cas, ça ne change rien là-dessus. Ça sera moins facile, ça va concentrer quand même beaucoup de monde tout le temps en bas. Par rapport à... Non, normalement, non, il n'y a pas d'arrêt intermédiaire, parce que l'arrêt intermédiaire, alors là, on multiplie encore le prix, alors je n'en parlerai pas. Mais parce qu'effectivement, il y a des moments dans la journée où il y a beaucoup de monde sur le bas, parce qu'en haut, soit il fait froid, soit il fait etc. Alors que là, tout le monde sera en haut, quelque part. Non, mais les gens redescendent. Je pense que le domaine est... On a essayé d'étudier un peu ce domaine, on l'a regardé vraiment en détail, on a pris le cas, et on l'a comparé à des petites stations comme Champs-Rousse. Je rigole exprès quand je le dis comme ça, mais il n'y a pas du tout à... Non, mais le pauvre Frédéric Giromin, à chaque fois je lui dis, en fait, on a le même domaine que Champs-Rousse, hein. Quand on réfléchit à ce que l'on a, on a vraiment la capacité d'avoir un domaine qui est à la hauteur de Champs-Rousse. Il va falloir refaire du terrassement, remettre de la neige de culture et revoir un certain nombre de pistes telles qu'elles sont aujourd'hui entretenues. Oui, c'est uniquement pour Télémix? Non, pas du tout. Le Télémix, il coûte à peu près 12 millions d'euros. On parle de l'installation et du démontage. Il n'y aurait pas moyen de financer uniquement le Télémix pour avoir, je dirais, la possibilité de compléter. Ah, mais ce serait... Enfin, je dirais que c'est pas une bonne idée dans le sens où c'est un projet global. Le Télémix, il est au service du projet. Donc c'est aussi sur le reste du projet qu'on a tous les financements. Aujourd'hui, les financements qu'on n'a pas, c'est sur le Télémix. Donc il nous manque ces financements-là sur le Télémix. Parce que la région, sur ses lignes de droit commun, ne finance pas de remontée mécanique. Je ne m'avance pas pour le département. Le département ne subventionne pas une entreprise, donc elle pourrait éventuellement subventionner la collectivité. La communauté de communes, elle ne peut pas investir ces 4 millions d'euros sur le Télémix, puisque vous savez que quand on investit, quand on demande des subventions, il faut une part d'investissement de 20% minimum. Donc il faut qu'on garde une part de notre investissement pour pouvoir obtenir des subventions sur le reste. Donc après, et Satan Group, c'est pareil. Je pense pas qu'ils... Enfin, je sais pas, ça c'est... On va expliquer. Ils mettent 7 millions, mais il faut aussi le mettre sur d'autres... Si en plus vous pouvez percevoir directement les subventions de la région, puisque c'est les seuls à financer les entreprises, voilà. On ne reçoit rien ni de la région ni du département. Oui, que le dans le département, cas, c'est sûr. pour le projet de la Grave sur la Géros, effectivement, le département, la région, la commune, les communes, la commune, a décidé de faire la subvention. Mais ça passe par la région, ça revient ensuite. Mais c'est pas le directement. Allez-y, monsieur. Ah, pardon, il y avait le monsieur qui voulait parler depuis très longtemps, en vert. Vous avez présenté intelligemment, je pense, ce projet comme un projet de transition. Concrètement, comment est-ce que vous voyez les choses dans 10 ans, dans 15 ans? On va encore remonter. Et avant que vous répondiez, est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut insister un peu dans le projet pour les services de l'État? Parce que je pense que leur idée, c'est déjà Alors, on a eu une étude, alors on ne vous l'a pas présenté, mais le taux d'enneigement de la station aujourd'hui, il n'est pas parmi les plus mauvais. On se situe plutôt dans une moyenne plutôt haute, dans la fourchette haute. On est très bien exposé, on l'a dit, hein, nord. La station, elle culmine à plus de 2200 mètres, donc je dirais qu'on a plusieurs décennies d'enneigement, au moins sur la partie haute bergerie. Effectivement, charge à nous, et c'est aussi comme ça qu'on le présente à l'avenir, de se dire qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de neige en bas, de neige en haut un jour. Écoutez, il y a des stations en Autriche où ils ont des télémix et des télécabines et qui fonctionnent que l'été. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas? L'objectif, c'est de faire monter en charge la partie estivale, et pourquoi pas le printemps, ou le début de l'automne,
et d'avoir une activité sur ces saisons-là. On sait que le changement climatique il va aussi impacter les saisons d'été. On voit bien ce que c'est l'été sur le bassin grenoblois. C'est irrespirable. Qu'est-ce que font les gens? Ils viennent chez nous. Donc l'objectif, c'est aussi d'aménager notre montagne intelligemment pour que les gens viennent chez nous et respectent la montagne. Pas qu'ils en fassent n'importe quoi. Pourquoi pas faire une aire de bivouac? Pourquoi pas faire différemment? Donc l'objectif, c'est de faire monter en charge la partie estivale pour à terme, si jamais un jour cela se présente, tourner cette page du ski alpin, mais on y sera préparé. Et les gens, ils seront préparés. Alors il y avait le monsieur et après le monsieur. Je ne sais pas, faites comme vous voulez. Est-ce qu'on peut espérer cet été que Sérieux soit ouvert pour montrer que la bonne volonté de la financière et surtout montrer que le projet est viable pour les... Non, parce que, alors maintenant, les pistes de bike park, elles sont plus sur la plage que sur la descente. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'aménagement de piste sur le Sérieux pour l'été. Et comme c'est encore des choses qui sont prévues dans la globalité du projet, c'est des choses qui seront financées au moment du remplacement des remontées et donc du télémix. Là aujourd'hui, il n'y aurait à peu près aucun intérêt d'ouvrir le télésiège de Sérieux, sinon un coût supplémentaire en exploitation. Ou sur le reste, le sujet il est sur le gros porteur. Comment on finance ce télémix? C'est le seul sujet que nous avons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive, alors à moins que sur les revenus collinaires, on ait des oppositions, puisque c'est ce qui se passe ailleurs, hein, on n'est pas naïf, mais sur le porteur, aujourd'hui, on est bloqué, on bute sur ces financements. Donc on peut demander à l'agence de l'eau, on n'aura certainement pas de subvention. Fabien, tu vas en dire un mot? Oui. Avec le micro, s'il te plaît. Parce que sinon, personne ne t'entend. Je pense que vous voulez aussi évoquer les possibilités de cofinancement sur cet équipement, donc de réserve d'eau. Moi je dis plus que revenu collinaire, parce que sinon demain on va se retrouver avec une ZAC là. Donc la réserve d'eau, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit multi-usage. C'est comme ça qu'elle sera défendable. Et dans ces conditions-là, on pourra trouver des cofinancements, notamment au sein de notre plan pastoral territorial, parce qu'on fera en sorte que ça serve aussi pour l'abreuvement des troupeaux l'été, par exemple. Hein. Et là, on a des financements qui sont fléchés agriculture, qui seront plus faciles d'ailleurs pour nous, départements, à mobiliser, même à la région avec les aides européennes type FEDER, et FEADER, pardon. Et du coup, ça permettra de financer cette construction-là. Monsieur, quel pourrait être son emplacement à cette réserve d'eau? Alors, qui a parlé? C'est moi, c'est en réponse juste ça. Parce que c'était un monsieur. Excusez-moi. Il va vous répondre. Ce serait dans le Gouillat, en fait, à l'ancien départ de Porte 2. Soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà, il y en a une qui a été métrée à 70 000 m3 et une à 110 voilà, en haut. Oui, alors la question c'est où est-ce qu'on mettrait la neige de culture. Donc c'est déjà sous la remontée mécanique, pour revenir en station et avoir le retour station, et sur Porte Sud aussi. Et par chez moi. Monsieur, qui s'est levé? Parché, oui. Oui, parce que c'est là où on souffre d'un manque cruel d'engagement chaque année. Sur le côté de la rue. Alors, c'est déjà le cas. Vous savez que la région gère les fonds européens. Donc, on a fléché une enveloppe minime de subvention sur l'enveloppe qu'on appelle FEDER, les fonds européens, mais il n'y a pas que nous. Et l'enveloppe est déjà presque épuisée. Donc, voilà, il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Hein. On est encore en train de discuter avec les services de la région, donc on n'a peut-être pas tout vu. Et puis surtout, on ne lâche pas l'affaire, quoi. On va gratter toutes les lignes. Donc oui, c'est une bonne idée. Il y a une million. Sous forme de... Ah
oui, on y a pensé. Alors le monsieur demande si ce serait intéressant de lancer un financement participatif sous forme de crowdfunding, mais alors je saurais vous expliquer exactement ce que c'est, mais on y a pensé, un mécénat, mais ça nous semble extrêmement compliqué. Aujourd'hui, si on avait eu des mécènes, des personnes qui voulaient investir privées, comme c'est le cas sur les stations du Vercors avec le Tony Parker, je pense qu'ils se seraient manifestés. Enfin, j'ose espérer. Voilà. Après, on communique énormément. Je compte aussi sur le fait que aujourd'hui, plusieurs personnes me disent que tous les yeux sont rivés sur la station de l'Alpe du Grand Cerf. Parce que finalement, et vous pouvez demander à Jean-Pierre Barbier, mais même à la région, on est la seule station de moyenne montagne en difficulté menacée qui a un projet abouti. Aujourd'hui, pour les Saint-Pierre-de-Chartreuse, Grèce-en-Vercors, ils n'ont pas le début d'un projet. Peut-être le début de quelque chose, mais ce n'est pas abouti. Donc tous les yeux sont rivés sur nous pour savoir ce qui va se passer. On a été la première station en Isère à ouvrir 1938. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Non, mais bon. Équipée, enfin, avec une remontée. Oui, nous sommes la première station iséroise. Bon, l'Alpe d'Huez, c'est après. Donc, il ne faut surtout pas qu'on soit la première station à fermer. C'est hors de question. Donc, tous les yeux sont rivés sur nous. Je compte sur cette notoriété-là pour que finalement certains se lèvent et disent non, mais c'est pas possible, quoi. Si c'est l'Alpe du Grand Cerf, on n'est pas une station une petite station de montagne, on est une moyenne station de montagne. Donc, on ne peut pas se dire aujourd'hui, si l'Alpe du Grand Cerf ferme, toutes les autres stations ferment, c'est fini. Enfin, je veux dire, on ne sauve même plus les petites stations de montagne, on ne sauve plus personne. Donc, je pense qu'à un moment, peut-être qu'il va y avoir un sursaut, une prise de conscience, au moins au niveau de l'État et populaire, sur l'avenir de nos stations. Monsieur ? Alors, je vais vous répondre, la métro, elle va financer les projets qu'il y a sur son territoire et elle a déjà bien à faire. Donc je veux bien aller la solliciter, mais je pense que le nom de principe, bien sûr, mais dans ces cas-là, ils vont financer la Chartreuse, puisque les Grenoblois vont en Chartreuse et ils n'ont pas plus d'argent. Enfin, ils ont les fonds qu'ils ont à proportion de leur population et du nombre de communes sur lesquelles ils œuvrent. Donc ce serait malvenu. C'est comme si on demandait un financement finalement à la très riche communauté de communes de Loisan, parce que finalement nous sommes la station d'apprentissage avant d'aller en Loisan. Ce serait possible, c'est une bonne idée ça. Et puis en plus vous êtes sur le canton de Loisan. C'est vrai que ça on n'y a pas pensé. Ah, on va peut-être faire une demande de subvention à Loisan. Grâce à vous monsieur. Donc il y en a 4. Il y a une entreprise aujourd'hui qui a financé conséquemment le comité de soutien, le comité pour l'avenir de la station, qui ne souhaite pas être mentionné, même moi je ne sais pas qui c'est, figurez-vous, il n'y a que le président et non même pas, tu sais pas toi, en tout cas je le sais. Mais bon, c'est pas suffisant, on a démarché, les entreprises sont démarchées, même sur le territoire. Je pense qu'aujourd'hui la conjoncture est difficile pour les entreprises aussi. Donc on n'est pas dans une période de grande prospérité qui permet à chacun d'investir dans n'importe quel projet, même si ce n'est pas n'importe quel projet. Je pense qu'on peut conclure, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vous remercie tous de votre mobilisation et j'espère revenir devant vous avec de meilleures nouvelles. Merci.